Édouard Philippe, membre du bureau politique de l'UMP, député maire du Havre, est notre invité. Bonsoir. Vous Bonsoir. êtes également un proche d'Alain Juppé. Vous seriez même son chouchou. On a pu lire cela de vous dans la presse. Je ne sais pas si c'est vrai. Ah, c'est vrai ou pas? Oui. Je suis proche de lui, et ça fait longtemps et on s'aime bien, oui. Enfin, en tout cas, Voilà, moi, je bien. l'aime beaucoup, oui. Vous avez mutuellement, très bien. En tous les cas, vous êtes ici dans le cadre, bien sûr, de la campagne des départementales. Alors attention à l'usage du mot, non pas chouchou, mais éminence, avec la sortie du livre sur l'éminence noire de Nicolas Sarkozy. Patrick Buisson, de vous, on préférera, je ne sais pas, parler d'éminence grise? Non, non, je ne suis Non? pas du tout une éminence. Je suis un député maire heureux du Havre, qui est non pas l'ami, mais j'ai eu la chance de travailler avec Alain Juppé quand il était le président de l'UMP. Et depuis, je ne l'ai pas quitté, parce que je l'aime beaucoup, parce que je me retrouve beaucoup dans son discours, dans ses choix politiques, dans son action aussi politique, et parce que j'ai envie de l'accompagner et de lui permettre d'accéder aux plus hautes fonctions, parce que je crois que c'est ce dont notre pays a besoin. Ce n'est pas un choix que je fais contre les autres, c'est un choix que je fais pour Juppé. D'accord, on vous interrogera sur ce thème, bien sûr, et vous partagez aussi le même cursus avec Alain Juppé. Hein. Non, il est beaucoup plus brillant que moi. Il est plus brillant que vous. À vous de démontrer que vous êtes son égal, au moins au cours de cette émission, si vous êtes d'accord, au cours de laquelle Guillaume Daudin de l'AFP, notre partenaire comme chaque semaine, et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat, nous rejoindront. D'abord, bien sûr, l'attentat en Tunisie et contre le musée du Bardo. La France a exprimé bien sûr sa solidarité après la mort d'une vingtaine de personnes, presque toutes des touristes étrangers. Mais comment traduire concrètement notre solidarité avec ce pays ami et cette démocratie toujours fragile? Oui, c'est une démocratie récente et c'est un attentat terrible dont, en vérité, je ne sais rien et il s'est passé aujourd'hui, il s'est produit aujourd'hui. La seule chose que j'en sais, c'est ce que j'ai pu en lire sur Twitter ou dans les dépêches. Donc je ne sais pas véritablement ce qui s'est passé. Et je peux malheureusement faire l'analogie avec les situations que nous avons connues en France à l'occasion d'attentats ou en Angleterre à l'occasion d'attentats dramatiques. C'est toujours une perturbation et un drame pour un pays. En l'occurrence, on vise l'activité touristique de la Tunisie. C'est fondamental évidemment pour ce pays. Donc ses ressources. C'est donc une attaque évidemment contre la démocratie tunisienne. Il faut l'accompagner, il faut travailler avec les autorités tunisiennes pour essayer de prévenir et puis ensuite pour essayer de punir. Mais c'est un sujet compliqué et franchement, à part des généralités que je dis sincèrement mais qui n'ont pas un intérêt considérable, je crois que l'important pour l'instant, c'est d'essayer d'aider nos amis tunisiens dans ce moment difficile. Et cette attaque est survenue alors que le Parlement, qui est voisin du musée d'ailleurs, a été saisi d'un nouveau texte contre le terrorisme. Alors parlons de la France, si vous voulez bien. Un consensus s'exprime sur le projet de loi sur le renseignement que Manuel Valls va présenter ce jeudi au Conseil des ministres. Mais la CNIL s'inquiète des menaces sur la vie privée, une surveillance intensive grâce à des outils informatiques assez perfectionnés. On comprend bien sûr la nécessité de lutter contre les terroristes, de prévenir les attentats, mais est-ce qu'il s'agirait d'un Patriot Act français non avoué? Eh bien écoutez, je ne sais pas. Et je vais vous dire, je préfère vous dire je ne sais pas, même si ce n'est pas la mode chez les hommes politiques de dire qu'ils ne savent pas. Je ne sais pas pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas vu ce texte. Il sera présenté, je crois, prochainement, jeudi, au Conseil des ministres. Pour l'instant, le Conseil est à la vue, mais je ne sais pas ce qui s'y est dit. Déjà, l'UMP s'est réjoui, vous l'avez noté, oui, en disant que ce sont nos idées qui sont reprises par le gouvernement. Il y a un certain nombre de mesures dont on nous dit qu'elles sont dans le texte et qui satisfont les élus de l'UMP qui suivent ces dossiers. Je m'en réjouis. Mais moi, je n'ai pas encore vu le texte. Je suis député, membre de la commission des lois. Et par prudence, peut-être aussi un peu par, j'allais dire conscience professionnelle, même si ce n'est pas véritablement une profession, je préfère parler d'un texte quand je l'ai lu, plutôt que d'en parler sans l'avoir lu. Donc je ne sais pas encore ce qu'il y a dans le détail dans ce texte. J'attends de le voir avec impatience parce que les impératifs qui s'attachent à la préservation et au renforcement de notre sécurité sont évidents. Nous vivons dans un monde dangereux et nous savons qu'il faut être armé juridiquement, et pas seulement juridiquement, face à ces menaces. J'ai toujours été, pour ma part, non pas réticent, mais dubitatif sur l'intérêt qui s'attachait à la création d'un instrument juridique nouveau. Je ne dis pas que c'est inutile et je ne dis pas qu'il y a peut-être de très bonnes choses dans ce texte. Je crois que notre sujet tient plus à la question des moyens matériels, humains, budgétaires, que à la question des instruments juridiques dont nous aurions besoin. Et je me méfie
des réactions, c'est vrai à gauche comme à droite, des réactions qui disent la première chose à faire face à des menaces, c'est un nouveau texte, une nouvelle norme. Je crois beaucoup plus au travail dans la durée avec des moyens humains, des moyens financiers, des moyens budgétaires. Aussi, puisque des renforts ont été annoncés Tant par mieux. le Premier ministre. Mais là, il s'agirait de donner un cadre légal, dit-on avec des garde-fous juridiques, à l'action des agents de renseignement. Hein. Mais, encore une fois, je ne critique pas ce texte, je ne l'ai pas encore vu. Je dis juste, votre méfiance. Je dis juste que les sujets les plus sérieux me semblent être moins la question de l'instrumentation juridique pour permettre l'action des services que la question des moyens dont disposent les mêmes services, pas simplement les services de renseignement. On voit bien que dans le chaînon ou dans la chaîne des éléments républicains en matière de sécurité, il y a des points faibles. Et il y en a un qui est très faible, c'est la prison. Parce que les moyens que le pays attribue au système carcéral depuis des années ne sont pas véritablement suffisants. Et donc, la prison est souvent un lieu de radicalisation, de débordement, un lieu de préparation à des suites qui sont dangereuses. Des mesures ont été prises, là on parle du renseignement. Je disais, il y a un consensus. Je ne sais pas si des mesures ont été prises. Je ne sais pas si aujourd'hui nous avons augmenté à ce point les moyens que nous serions capables d'assurer l'isolement complet des détenus dont nous considérons qu'ils sont certainement pas encore, mais voilà. Des mesures ont été annoncées, notamment pour les regrouper. On le sait. Mais alors là on parle du renseignement. Bien les annoncer, mais c'est encore mieux de les faire. Il y a un consensus quand même là qui s'est dégagé. Oui, mais PS, UMP, on entend vos réticences, mais alors est-ce que vous êtes un peu sur la même ligne que le Front National, excusez-moi de vous le dire, qui s'inquiète, lui, est-ce qu'on va vers un État Big Brother? Est-ce que c'est aussi un sujet d'inquiétude pour vous? Je pense, encore une fois, je trouve savoureux que ce soit le Front National qui se pose en défenseur des libertés individuelles ou des libertés publiques. Bon, mais voilà. Moi, encore une fois, mon sujet, ça n'est pas de dire que ce qu'il y a dans ce texte de loi n'est pas satisfaisant. Je ne l'ai pas vu. Je dis juste que si on veut être efficace face aux menaces terroristes... Il y a d'autres priorités. Il y a des priorités qui sont plus délicates, qui sont la question des moyens dans le temps, budgétaire, financier, humain. Si ce texte est déposé, il le sera sur le bureau de l'Assemblée, il sera, j'imagine, discuté en commission des lois, je le regarderai, et il est bien probable, compte tenu de ce que j'ai entendu de mes collègues qui suivent ce dossier avec attention, que je participerai au vote et que je voterai pour. D'accord. Mais encore une fois, je connais trop les grandes annonces, et c'est facile de produire un texte. C'est probablement ce qu'il y a de plus simple dans un système démocratique, c'est de produire un texte. Bon, faire les choses, c'est plus compliqué. Alors, la question de la laïcité est relancée par la décision de votre collègue maire UMP de Chalon-sur-Saône de ne plus proposer de menu de substitution quand les cantines scolaires de sa ville proposent du porc. Est-ce que vous pourriez prendre une telle mesure au Havre? Non. Non. Moi, ce que j'observe, c'est que je suis d'abord, à titre personnel, extrêmement attaché au principe de laïcité. Extrêmement attaché à cette question. C'est au nom de la laïcité que cet élu, soutenu d'ailleurs par Nicolas Sarkozy, a décidé de supprimer les menus de substitution. Il est maire de sa ville et il fait bien comme il veut, mais simplement, moi je suis également et au moins tout autant attaché au principe de laïcité. Pour moi, les principes de laïcité, c'est la possibilité pour chacun de croire ou de ne pas croire, de pratiquer dignement sa religion, sans imposer quoi que ce soit lié à la religion aux autres, et c'est la nécessité pour la sphère publique d'être dans une attitude de neutralité complète vis-à-vis de la religion. Autant je suis extrêmement ferme sur la participation aux classes, sur le respect des programmes, sur l'impossibilité qu'il y aurait à modifier quelque chose établi dans le cadre du cursus scolaire à raison d'une religion. Autant je constate, primo, que la cantine, ça n'est pas du temps scolaire. Ça n'est pas du temps scolaire. Deuxio, que l'objectif des cantines, c'est quand même avant tout de permettre aux enfants de manger équilibré dans de bonnes conditions. Il y a 8000 demi-pensionnaires au Havre et croyez-moi, pour un certain nombre d'entre eux, pas pour tous, c'est souvent le repas le plus équilibré de la journée. Et troisièmement, je ne vois pas en quoi proposer, quand il y a un menu à base de porc, un menu de substitution, pose un problème à la laïcité. J'ajoute qu'évidemment, aucune prescription religieuse n'est appliquée et ne doit être appliquée dans la préparation des repas. Il ne s'agit pas de cuisiner de la viande préparée de telle ou telle façon pour répondre à un impératif religieux. Mais offrir le choix. Et je vais vous dire, en pratique, il ne faut jamais avoir été dans une cantine pour savoir, en pratique, qu'est-ce qui se passe. Dans toutes les cantines, on installe des selfs. Donc ça veut dire que dans toutes les cantines, de toute façon, enfin on ne les installe pas dans toutes les cantines, mais de plus en plus dans les cantines, on installe des selfs. Donc ça veut dire que de toute façon, les enfants ont le choix. Donc je trouve qu'il y a là une façon d'aborder le problème qui tend
les choses dans notre société. Non, je ne sais pas. Je vous pose la question. Je vous réponds, je ne sais pas. Je ne le souhaite pas. Mais je vois la possibilité de faire profiter aux enfants des menus de substitution dans l'immense majorité des communes françaises. Et jamais, on ne m'a posé aucune question au Havre sur le sujet. Autre question. Pourquoi tendre à ce point le débat ? Est-ce que et j'ai entendu certains dire oui, mais vous comprenez, s'ils ne veulent pas absolument manger du porc, ils n'ont qu'à aller dans des écoles confessionnelles. Mais est-ce qu'on a envie de construire une société dans laquelle, en fonction de ses appartenances religieuses, on irait systématiquement avec sa communauté religieuse? Mais moi, c'est pas la République dans laquelle j'ai envie de vivre. J'ai pas envie que les musulmans soient dans des écoles musulmanes, que les catholiques soient dans des écoles catholiques, et que les autres. Ça n'a pas de sens. On essaie de créer une école pour que les gens apprennent à vivre ensemble. Et autant on est inflexible sur les programmes. Parce que là, on a autant, hors du temps scolaire, on est là aussi pour respecter une certaine forme de liberté de choix. Voilà. Très bien. Et Édouard Philippe, c'est un contre-argument très net au propos de Nicolas Sarkozy. Écoutez, il est libre. Il a dit, lui, justement, il faut que les enfants aillent dans les écoles confessionnelles s'ils ne veulent pas manger de porc. Il l'a dit. Le président de l'UMP a indiqué, lors du dernier Conseil national, qu'il y aurait à l'UMP une réflexion sur tous ces sujets. Il a eu raison de le dire. Cette réflexion n'a pas encore eu lieu. Il a une position très tranchée. Il a fait des déclarations, elles sont personnelles, il est parfaitement libre d'y croire et de le dire. Mais il se trouve que je suis aussi assez libre de croire et de dire éventuellement autre chose. Parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord. Là, vous êtes en désaccord également, par exemple, sur l'interdiction des élèves voilés dans les universités? Je trouve que la question est difficile. Je trouve qu'elle est compliquée. On a fait une avancée importante au début des années 2000, en 2004, avec la loi interdisant le port du voile à l'école. Parce qu'elle doit s'arrêter à l'université. Et quand on a indiqué qu'on plaçait les élèves, c'est-à-dire les usagers du service public, dans une obligation de neutralité, ce qui n'est pas la base de la loi de 1905, enfin quand on a dit ça, on l'a dit parce que dans l'école régnait, surtout chez les mineurs, le besoin de respecter une certaine forme de neutralité commune chez des esprits qui n'étaient pas encore formés. Reconnaissez avec moi qu'à l'université, on est un peu dans un autre système. On est en face d'élèves majeurs, il y a parfois des élèves qui viennent de pays étrangers, des étudiants étrangers. On n'est pas exactement dans la même situation. Je pense donc que la question mérite à tout le moins un débat poussé. Très bien. Alors, une question encore d'actualité avec le député UMP Patrick Balkany qui a vu donc son immunité parlementaire levée par ses pairs. Et il estime qu'on le jette au chien. Il refuse de démissionner de ses mandats. Est-ce qu'il doit le faire, selon vous? Ah non. Non. Alors d'abord, il n'a pas à démissionner de ses mandats parce qu'il est mis en cause par la justice. Patrick Balkany, il est comme tous les Français, comme vous, comme moi, comme n'importe quel Français. Il a le droit à la présomption d'innocence. Tant qu'il n'est pas reconnu coupable par un jury, enfin par un juge, par une juridiction, il n'a aucune raison de démissionner de son poste de député. Donc ça, alors là, de ce point de vue-là, moi je suis très net. Mais en revanche, sur l'immunité, je constate que l'immunité parlementaire a été levée à l'unanimité des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est l'immunité parlementaire dans mon esprit? C'est une mesure qui protège le parlementaire d'abus de l'exécutif ou du judiciaire dans l'exercice de sa fonction. Parce qu'on ne veut pas que l'exécutif ou le judiciaire entrave d'une certaine façon. C'est une protection qui reste pertinente? Je crois que c'est une protection qui reste pertinente. Mais elle n'a pas pour objet, et elle ne peut pas avoir pour effet, d'interdire à la justice de poursuivre une procédure conforme à la règle, enfin conforme à la loi vis-à-vis d'un parlementaire. J'observe, si vous me le permettez, qu'un certain nombre de parlementaires, lorsqu'ils sont confrontés à des affaires de ce type, demandent d'eux-mêmes la levée de l'immunité parlementaire. Et qu'évidemment, le bureau suit leur demande. Ça a été le cas d'ailleurs le même jour du sénateur centriste Aymeric de Montesquieu. Et ça a été le cas de Philippe Briand il y a quelques semaines, qui a demandé lui-même la levée de son immunité parlementaire. Il se trouve que dans ce cas, le bureau, à l'unanimité, a demandé la levée de l'immunité. Est-ce qu'il est devenu trop sulfureux pour se revendiquer toujours de l'UMP, M. Balkany, pour vous? Je ne sais pas, moi c'est une question qu'il faut lui poser à lui, qu'il faut poser au président de l'UMP. On connaît sa réponse, il dira non, mais vous... voilà, très bien, moi je n'ai pas de souci avec lui. Allez, on va parler avec Guillaume Dodin de l'AFP, spécifiquement maintenant de l'enjeu des départementales, dont le premier tour se déroule dimanche. Qui de l'UMP, UDI ou du FN décrochera la pole position? Ce sera le premier sujet, le premier résultat bien sûr, observé dimanche soir. Pauline Dame. Objectif premier pour la droite, inverser le rapport de force. Sur 101 départements, 60 sont aujourd'hui aux mains de la gauche. Selon les dernières projections, 30 à 40 départements pourraient basculer en faveur de la droite. La reconquête du terrain s'annonce bien, de quoi donner le sourire à Jean-Pierre Raffarin. Le match qui s'annonce, c'est un match entre l'UMP et le Front National. Et le Parti socialiste s'est exclu lui-même
par ces échecs de ce débat territorial. On connaît bien, depuis le calcul mitterrandien, l'intérêt qu'il peut y avoir pour les socialistes de faire monter le Front National en le mettant au cœur du débat politique. Mais au fond, c'est l'arroseur arrosé. Une victoire de la droite qui pourrait être également renforcée par le nouveau mode de scrutin. Redécoupage des cantons, relèvement du seuil d'électeurs pour se maintenir au second tour. Ces nouvelles règles pourraient coûter cher à la gauche, pourtant à l'origine de cette réforme. Le relèvement du seuil de voix nécessaire pour se qualifier pour le second tour va diminuer le nombre de triangulaires. Les candidats devront obtenir un nombre de voix égal à 12,5% des inscrits. Comme on s'attend à une abstention très forte, c'est très souvent plus de 50% des voix qu'il faudra obtenir. Et donc ça a pour conséquence que des dizaines, des centaines de candidats socialistes ne pourront pas se qualifier pour le second tour. C'est une sorte d'ironie du sort qui frappe la gauche. Cette réforme électorale, une fausse bonne idée? Au Sénat, on ne s'alarme pas pour autant. Ce n'était pas une bonne idée, c'était une obligation du Conseil constitutionnel. Donc il fallait la parité et l'équité, c'est ce qui a été fait. Donc les modes de scrutin, ça n'a aucune importance, aucun intérêt. Ce mode de scrutin, pour la première fois, va faire en sorte qu'il y ait 50% de femmes. Eh bien, rien que pour cela, je pense que ce mode de scrutin, il est bien. Un mode de scrutin qui serait favorable à la droite, mais une victoire qui pourrait être assombrie dimanche soir par le score du Front National. Voilà, donc Guillaume Dodin nous a rejoint avec déjà donc un argument pour les socialistes dimanche soir qui pourront se féliciter de la victoire de la parité. On l'a entendu. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Monsieur Philippe. Bonsoir. Donc le FN pourrait remporter 1, 2, peut-être 3 départements, en tout cas pas plus. L'UMP va en remporter, selon mes projections, peut-être 60, 50, 60 au moins. Pourtant, on a déjà l'impression que c'est le FN qui est le grand vainqueur de cette élection. Qu'est-ce que peut faire l'UMP contre ça? Je suis admiratif de votre capacité à faire, avant les résultats de l'élection, l'analyse de ce que les élections nous montrent. Alors, moi, je ne suis pas aussi clairvoyant et je ne rentre pas dans le jeu des prévisions et des projections. Parce que, pas du tout par vertu, mais parce que il se trouve que ça fait quand même quelques fois que je me présente à des élections, je ne suis pas candidat cette fois-ci, mais que j'en vois des élections, ou que je me présente, et que je sais que c'est jamais complètement joué avant. Et donc elles réservent toujours leur lot de surprises, et je ne me risque pas à les commenter avant qu'elles se produisent. On peut aborder cette question d'une autre manière, alors dire que pendant toute la campagne, le FN et le PS et le gouvernement notamment ont énormément parlé du Front National. Ça, c'est vrai. Donc on peut se dire que peut-être suite à ça, le FN va être présenté comme le grand vainqueur de l'élection quoi qu'il arrive. On est quasiment au terme de cette campagne, en tout cas de cette campagne de premier tour. Et moi, ce qui me frappe, c'est au moins 3 choses. La première, c'est l'incroyable désintérêt des électeurs pour l'élection qui vient. Je le dis sans gaieté de cœur, parce que je suis, comme vous, attaché à la vie citoyenne, à la vie publique, à la vie électorale. Et quand les électeurs n'ont rien à faire de l'élection qui vient, ça ne me réjouit pas. Mais c'est un fait. Les Français ne s'intéressent pas à l'élection départementale qui vient, parce qu'ils ne comprennent pas véritablement ni le mode de scrutin, ni les cantons qui ont été redécoupés, ni à quoi sert le département. Il y a un an, on leur a dit, le département, on va le supprimer. Puis après, on leur a dit, non, pas le département, certains départements. Puis après, on leur a dit, mais en fait, on va surtout s'occuper des régions, on va redécouper des régions. Et on votera en 2000... Franchement, ce que je constate au Havre, c'est que ça ne suscite pas l'intérêt. On est quand même difficilement capable d'expliquer quelles sont les compétences du futur département ou s'il va survivre au prochain mandat. Donc, 1, désintérêt. 2, le choix, à mon avis critiquable, du Premier ministre et d'une partie de la droite de placer le Front National au cœur de la campagne sur le thème « c'est vous qui le faites monter, non c'est vous, non c'est pas ». Franchement, c'est absurde. C'est pas le sujet d'une campagne électorale. Le sujet d'une campagne électorale, c'est à quoi sert le département, c'est comment est-ce qu'on va financer les actions du département. Enfin, il y a des sujets... On a beaucoup entendu l'UMP là-dessus, justement. Est-ce que l'UMP a un programme national pour les départements? C'était votre troisième point? Peut-être pas assez, mais en tout cas, moi je considère qu'il y a là une pauvreté du débat sur le fond de l'avenir des départements ou de l'avenir de tel ou tel département qui était préoccupante. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui me frappe en faisant campagne, c'est la désaffection des Français, et y compris des électeurs de la gauche, pour le Parti socialiste. Alors, je ne sais pas quel score obtiendront les candidats du Parti socialiste, mais ce que je constate, c'est que quand je me promène sur les marchés au Havre, quand je vois une désaffection et une déception et un dépit qui sont, à mon sens, manifestes. Oui, voilà. Et qui pourront peut-être profiter à votre formation. Peut-être, on verra.
D'accord. Est-ce que le dépit n'est pas général? Est-ce qu'il n'explique pas quand même en partie la poussée du Front National? Peut-être aussi. Peut-être aussi. Je pense qu'il ne faut pas exclure que... Bien sûr. Moi, j'ai toujours pensé que ça ne servait pas grand-chose de jeter l'anathème sur les électeurs du Front National. Ce sont des citoyens français qui votent, qui font le choix de voter tel que leur conscience ou leur goût leur indique. Et ça n'est pas critiquable. Je pense en revanche qu'il est possible de critiquer et de démonter le programme, les argumentations du Front National. Alors on peut le faire sujet par sujet, mais pour le faire de façon crédible, il faut être justement crédible. Et c'est vrai que cette crédibilité, ce travail programmatique, ce sérieux dans la correspondance entre le discours et les actes, il fait défaut à la gauche et il a souvent, ou en tout cas parfois, fait défaut à la droite. Il faut donc reconquérir cette crédibilité pour pouvoir affronter le Front National, non pas sur le terrain d'une posture morale, mais sur le terrain des idées, des programmes et des réalisations. Là, vous soulignez aussi les manques de l'UMP. Absolument. Je ne sais pas si je souligne les manques de l'UMP, je dis ce que je pense. Je veux dire, voilà, je pense ça. D'accord. Et justement, affrontement avec le FN, il y a un certain nombre de second tours de ces départementales, ça on en est déjà sûr, où il y aura des second tours FN-PS, comme ça s'est produit dans la partielle du Doubs. L'UMP avait exprimé une position, le Nini, vous aviez exprimé une position un peu différente, un appel à faire barrage au Front National. Est-ce que pour vous, ça sera, j'imagine, la même position dans ces cas-là? Les choses sont claires en la matière. Le bureau politique de l'UMP, après en avoir délibéré, a fait le choix d'une ligne qui consiste à dire qu'il n'y avait pas de consigne de vote et qu'on appelait ni à voter pour le Parti Socialiste, ni à voter pour le Front National. C'est la ligne de l'UMP. C'est la ligne pour cette partielle? C'est la ligne de l'UMP en matière électorale. Elle a été définie clairement. Elle est le résultat d'un vote et il n'y a aucune raison de la contester dans la légitimité dans laquelle elle est exprimée. Vous l'approuvez, vous? Il se trouve que, avant qu'elle soit exprimée, j'ai indiqué, moi, à titre personnel, que ça n'était pas la ligne qui me convenait. Parce que moi, à titre personnel, je ne mets pas le Front National sur le même plan que le Parti Socialiste. Je ne vous dis pas que j'approuve le Parti Socialiste, mais je ne mets pas le Front National sur le même plan que le Parti Socialiste. Je suis, de ce point de vue, minoritaire dans ma famille politique. Mais c'était finalement la position de Nicolas Sarkozy sur la partielle du Doubs aussi. Je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ma position personnelle est celle-là. La position de mon parti est très claire et je la respecte. Et in fine, je me réjouis d'être membre d'une famille politique où il est aussi facile d'être dans la minorité, de pouvoir exprimer clairement son point de vue en respectant celui de la majorité, c'est bien naturel. Cette liberté politique, cette liberté intellectuelle qu'on a au sein de l'UMP, je m'en félicite. Vous êtes heureux, mais est-ce que Alain Juppé pourra la réaffirmer avec autant de force, ou est-ce qu'il va devoir mettre sa position, qui est la même que la vôtre, on l'a compris, en sourdine dans la perspective de la primaire de 2016? Je suis pas sûr qu'il ait envie de mettre quoi que ce soit en sourdine dans la perspective de 2016. Non. Donc quand il aura besoin de s'exprimer, quand il aura envie de s'exprimer, il sentira que c'est nécessaire, il le fera, comme il l'a fait depuis les 6 derniers mois, sans suroccuper le terrain, mais en disant clairement ce qu'il pense. Et cette liberté de parole dont vous vous félicitez, on la doit peut-être à la nouvelle présidence de Nicolas Sarkozy, justement? Il ne l'a pas remis en cause, elle existait auparavant. Vous savez, c'est une valeur fondatrice et une valeur fondamentale de la droite. Et de la droite et du centre, la liberté. La liberté intellectuelle, la liberté d'expression. Et jamais, il m'est arrivé d'être dans le bloc majoritaire à l'UMP, il m'arrive parfois d'être dans le bloc minoritaire, jamais personne ne m'a fait grief ou ne m'a critiqué parce que je formulais une opinion politique, argumentée, et je trouve que c'est assez louable. Donc, je vois parfois, je vois parfois chez mes collègues à l'Assemblée nationale, au sein du Parti socialiste, des pressions très fortes qui s'exercent sur les votes. Je n'ai jamais, à l'UMP, subi de telle pression. Vous parliez d'une position minoritaire, donc c'est une position qui a été minoritaire en bureau politique au sein des instances de l'UMP, c'est aussi une position qui est largement minoritaire au sein de la base de l'UMP. Peut-être. Il y a eu des sondages, un sympathisant UMP sur 2 favorable à des alliances locales avec le FN. Au final, est-ce qu'avec Alain Juppé, vous n'avez pas le sentiment d'être un peu déconnecté d'une base UMP qui se radicaliserait vers le FN? Déconnecté en aucune façon, peut-être pas toujours sur la même ligne, encore une fois, je trouve ça très simple. Vous savez, quand vous avez fait le choix de vous engager dans la vie politique, vous ne le faites pas systématiquement en pensant que vous allez, sur tous les sujets
tout le temps être d'accord avec l'immense majorité. Il y a des sujets sur lesquels vous savez que vous avez encore un travail de conviction, de persuasion. Ben voilà, ça fait partie du, du boulot. Bien sûr, mais ça pourrait être un boulot assez conséquent pour gagner la primaire de 2016. Et un boulet. On verra, on verra. Moi, je ne crois pas. Je crois que la primaire de 2016, elle sera très largement ouverte à tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs républicaines, de la droite et du centre. Et je constate qu'à chaque fois que Alain Juppé a formulé la position qui était la sienne, ou à chaque fois que je le fais moi, on constate qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais je vois parfois dans les peut-être, oui. réunions de l'UMP. Mais je vois aussi beaucoup d'électeurs de la droite et du centre, qui ne sont pas forcément membres de l'UMP, qui nous disent « vous avez raison, c'est le bon sens ». Et puis je vais terminer par un sujet qui est quand même assez savoureux. Alain Juppé s'est fait siffler dans des réunions UMP au moment où il indiquait que pour gagner les élections, il fallait les préparer en travaillant à des alliances entre la droite et les centres. Et là, un certain nombre de membres de l'UMP le sifflent parce qu'ils considèrent que c'est une erreur d'analyse et qu'ils ne veulent pas de Bayrou. Ils ont parfaitement le droit de le penser. Mais qu'est-ce que j'observe dans l'ensemble des départements français, y compris dans les départements où sont élus les plus durs sur cette position, les plus opposés à cette position? Je sais qu'il y a des alliances avec l'UDI, c'est même qu'il y a des alliances avec le MoDem. Donc, il faut aussi savoir ce qu'on veut, il faut aussi parler en conséquence. Ce que formule Alain Juppé, pour gagner en 2017, il faudra travailler à une alliance qui n'est pas une soumission, mais à une alliance politique pour prévoir un gouvernement, pour savoir avec qui on gouverne, avec les centres. C'est, à mon avis, l'expression du bon sens. Et il y a beaucoup de Français qui se reconnaissent là-dedans. Alors, en tant qu'ancien élève de Sciences Po, j'ai noté que vous aimiez les démonstrations en 3 points. Vous avez dit tout à l'heure, notamment un 3e point, vous avez constaté sur le terrain que les électeurs de gauche abandonnaient le Parti socialiste. Est-ce que vous espérez qu'il pourrait venir sur Alain Juppé, par exemple, en 2017? Il est présenté parfois comme aussi un candidat préféré de la gauche. Je ne sais pas si c'est le candidat préféré de la gauche. D'abord, je voudrais tordre le cou à une idée que je crois fausse. Je ne pense pas que les électeurs socialistes et que la gauche en général viendra participer à la primaire ouverte. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y aura, si nous organisons bien les choses, un peu plus de 3 millions de Français qui viendront. Il faudra qu'ils approuvent localement, dans leur bureau de vote, dans leur ville, dans leur village, le fait qu'ils partagent les valeurs de la droite et du centre. Et de la même façon que la droite ne s'est pas déplacée pour aller voter pour Manuel Valls, qui était le chouchou de la droite à la primaire socialiste, et ben je vous fiche mon billet si vous me passez l'expression, que la gauche ne viendra pas voter pour Alain Juppé au moment des primaires. C'est d'ailleurs pas notre objectif. Je parlais du scrutin après les primaires, moi. Alors, si après les primaires, si vous parlez d'après les primaires, si vous parlez du premier tour de l'élection présidentielle, ou même du deuxième, moi je crois que là, la question est posée. On s'agite tous, le monde médiatique, le monde politique, sur qui est en mesure de gagner les primaires et sur qui est en mesure de gagner l'élection présidentielle. C'est très intéressant, surtout pour les principaux concernés. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, il faut être clair, c'est ce qu'on fait après. C'est qu'est-ce qu'on fait et avec qui on gouverne. Et pour l'instant, je ne vois pas cette question posée. Et je trouve que la capacité qu'a Alain Juppé à parler très au-delà de sa famille politique, avec les centres, à engager parfois des discussions qui pointent les désaccords, mais qui ne méconnaissent pas non plus les possibles convergences, eh ben, je pense que c'est intéressant pour le pays. Voilà. Et donc, et j'ai l'impression là aussi qu'un grand nombre de Français sont sensibles à cette... Il y aura un appel aux électeurs de gauche, à l'heure d'Alain Juppé. Mais non, il y aura un premier tour de l'élection présidentielle, un deuxième tour de l'élection présidentielle, et les Français ils feront ce qu'ils veulent. Vous savez, et soyez certains, ils feront vraiment ce qu'ils veulent. Justement, Alain Juppé, candidat de l'UMP, imaginons en 2017 à la présidentielle, est-ce qu'il n'y a pas un immense espace qui est ouvert entre l'UMP et le Front National pour Marine Le Pen? Est-ce que vous ne le pensez pas? Écoutez, on verra. Moi, je crois pas. Est-ce qu'il ne sera pas amené à un moment, justement, à... J'ai vu en 2012 une campagne présidentielle où les choix qui avaient été faits étaient les choix d'une grande agressivité, d'une campagne très droitière, entre guillemets, sous l'influence de l'éminence dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que ça a montré? Ça a montré que ça ne marchait pas. Ça a montré qu'au deuxième tour, on n'avait pas beaucoup mangé à l'extrême droite, mais qu'on avait perdu les voix du centre. Et donc on a perdu l'élection présidentielle. Je trouve que ça devrait faire réfléchir. Dans le Figaro de ce mercredi, on prête ce mot à Nicolas Sarkozy. Juppé, c'est Rocard contre Mitterrand, c'est Balladur contre Chirac. C'est pas très prometteur comme comparaison. C'est assez normal que Nicolas Sarkozy ne se place pas dans la peau du perdant. Voilà.
Très bien. Merci Guillaume Dodin. Allez, on va partir pour Le Havre maintenant. Très bien. Votre ville, le port est le champion national, mais on le sait, sur ce terrain-là, la France a régressé ces dernières années. Alors, où en sommes-nous après les projets ambitieux qui avaient été évoqués et liés au Grand Paris? C'est ce qu'a voulu savoir Audrey Vuettaz. Le projet était ambitieux, pharaonique. Avec le Grand Paris, Nicolas Sarkozy voulait étendre la capitale jusqu'au Havre en suivant la vallée de la Seine. Pour cela, il avait vu les choses en grand, une ligne TGV Paris-Normandie, le développement des réseaux routiers et l'extension du port du Havre pour qu'il redevienne leader en Europe. C'était en 2009. Problème, si les ambitions étaient là, les financements, eux, ne l'étaient pas. On avait ces discours qui relèvent finalement de la caricature. Malheureusement, il y en a eu beaucoup. Et on est passé aujourd'hui à un projet qui est financé et qui est raisonnable en termes de calendrier. Ce projet plus réaliste a été acté le 13 février 2015 à l'occasion d'un contrat de plan État-région pour la vallée de la Seine. Au final, ce contrat de plan, c'est 1 milliard d'euros. Donc on est passé des paroles aux actes. Ce financement devrait permettre de développer notamment le transport des marchandises par le fret. C'est un sujet majeur parce qu'on veut que plus de marchandises passent par le train, parce que ça fait moins de camions sur la route, c'est moins dangereux et c'est moins polluant. L'enjeu est aussi économique car le port du Havre continue sa mutation. Son nouveau fleuron, Port 2000, lui permet de recevoir les plus gros porte-conteneurs du monde. Je dirais c'est l'investissement qui permet au port du Havre aujourd'hui de rester dans la cour des grands en matière de port à conteneurs. Les conteneurs étant notre activité principale aujourd'hui et celle qui présente les perspectives de développement les plus importantes à l'avenir. Mais ces conteneurs, il faut les évacuer. C'est la raison pour laquelle il est primordial de développer le fret qui ne représente pour l'instant que 5% du transport des marchandises au Havre. Des ambitions de développement que les Havrais observent de loin. Pour ceux qui n'y travaillent pas, le port, c'est un peu un concept flou. Un port, ça évolue. Le port s'est au fil des années éloigné de la ville. Pour y remédier, la municipalité et le port travaillent ensemble au réaménagement du quai Southampton. Le projet devrait voir le jour en 2017 pour les 500 ans de la ville. Ce nouvel espace, propice à la promenade, devrait permettre une meilleure cohabitation entre les activités urbaines et celles du 5e port d'Europe. Voilà, Perrine Tarnaud est avec nous. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vos questions à Édouard Philippe, donc député maire du Havre, mais pas seulement. Le livre que je vois sur votre bureau en témoigne dans un instant. Polars, on va en parler dans un instant. Des paroles aux actes, dit le président du Conseil régional de Normandie. Est-ce que l'actuel gouvernement a su concrétiser finalement cet axe Paris-Le Havre, cet axe Seine, que Nicolas Sarkozy n'avait pas su mener à terme ? Bon, je voudrais essayer de ne pas être aussi caricatural que ce qu'il a été dans son petit sujet. C'est vrai qu'on peut dire qu'avant la gauche, il ne se passait rien et que depuis que la gauche a été élue, il se passerait tout. Bon, en vérité, ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Il faut d'abord reconnaître à Nicolas Sarkozy, président de la République, une intuition tout à fait remarquable et l'envie de ne pas marquer son passage aux affaires simplement par la construction à Paris d'un grand objet architectural, mais bien par l'idée d'envisager le développement de Paris, de l'Île-de-France, autour de l'axe Seine, avec une logique simple, capter les flux. Qu'est-ce que ça veut dire capter les flux ? Il faut bien le comprendre, parce que les gens ne sont pas très coutumiers avec la nature de ce qu'est l'activité portuaire. 80 à 85% du commerce physique de marchandises sur la planète est portuaire, et maritime et portuaire. C'est incroyable ce chiffre. Ça veut dire que quand on capte les flux, quand on arrive à, par des ports efficaces, capter les flux, on a toutes les chances de relocaliser la production industrielle et de créer des emplois. Et le projet de Grand Paris, c'est ça, c'est d'adosser Paris et son développement à un grand port qui lui permet d'être dans la course à la mondialisation. C'est ça son idée. Est-ce que c'est ce que le gouvernement actuel a concrétisé alors ? Pour que les téléspectateurs suivent. C'est ce que disait donc le gouvernement socialiste dans le sujet de la région. Sous la précédente majorité, on a vendu cette idée. On a essayé de diffuser cette idée, de convaincre l'ensemble des acteurs. On a lancé des débats publics et on a pris la décision de construire une ligne nouvelle entre Le Havre et Paris pour désengorger la ligne de fret et pour pouvoir donc muscler l'activité portuaire. Aujourd'hui, on est en 2015. Pendant un an, le gouvernement a laissé sans responsable ce projet. Ils ont démis Antoine Ruffnac, qui était haut commissaire au développement de la vallée de la Seine, et puis ils n'ont rien fait. Et un an après, ils ont nommé un préfet, qui est un Donc le projet n'est pas abandonné alors ? Il n'est pas abandonné. Quels sont les actes qui ont été pris récemment ? La décision de financer des études, c'est bien. Donc là, jusqu'à 2020, on fait des études.
c'est formidable, on finance des études. La question n'est pas tellement le financement des études, la question c'est, vous le comprenez bien, le financement des travaux. Or, qu'est-ce qui devait financer les travaux? Le produit de l'écotaxe, à travers la FIT. Cotaxe, il n'y en a plus. Donc, les questionnements et les interrogations sur le financement ultérieur des travaux sont réels. C'est la première chose. Mais peut-être plus grave encore, quelles sont les décisions prises par ce gouvernement? La décision prise par ce gouvernement, c'est de privilégier le canal Seine-Nord. Donc d'aller vers les grands ports du nord de l'Europe. Donc de présenter à l'Union européenne un projet pour obtenir les financements de l'Union européenne qui a une logique qui est quasiment pas contradictoire. On va dire pas contradictoire, mais assez peu complémentaire avec la logique de l'axe Seine. Parce que si vous favorisez les ports d'Anvers et les ports de Rotterdam, qui sont les plus performants aujourd'hui, eh ben, vous financez avec des investissements français la compétitivité d'Anvers et Rotterdam. Vous préféreriez pas vrai que la France privilégier le port du Havre et le port de Rouen et permettre dans l'axe Seine et autour de l'axe Seine la création de valeur ajoutée, la relocalisation industrielle. Et donc le port du Havre va mourir à petit feu? Non. Il ne va pas mourir à petit feu parce que c'est un port qui se bat, parce qu'il y a des professionnels parfaitement compétents, parce qu'il y a une envie de reprendre des parts de marché. Je me permets de vous faire observer que le port du Havre reprend année après année des parts de marché à Anvers et Rotterdam. Il est beaucoup plus petit qu'Anvers et Rotterdam, mais il reprend année après année des parts de marché. Comment vous faites alors? Parce que la France est sur le déclin. Parce qu'il y a eu son activité portuaire. On le voit notamment à Marseille. Non, détrompez-vous. Le gouvernement précédent, je suis désolé d'avoir à le citer, mais le gouvernement précédent avait pris la décision de rapprocher le port du Havre, le port de Rouen et le port de Paris, de créer un système portuaire, ça s'appelle AROPA, qui a une politique commerciale unifiée, qui a une politique d'aménagement unifiée et qui permet à ces trois places portuaires... C'est ça qui vous a permis de regagner des parts de marché? Notamment de regagner des parts de marché. Donc ne pensons pas qu'il n'y a pas d'avenir portuaire en France, ça n'est pas vrai. Il y a des installations exceptionnelles, il y a des compétences exceptionnelles. Les compétiteurs sont très bons, Anvers et Rotterdam et Hambourg, ils sont très bons. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont très bons qu'on est plus bête qu'eux. On peut continuer à faire valoir des arguments nautiques, géographiques et humains exceptionnels. D'accord. Alors, quelques mots sur vous, peut-être, Édouard Philippe, parce que peut-être que tous les téléspectateurs ne vous connaissent pas bien. J'ai lu que vous aviez été encarté pendant 2 ans au PS. Ah oui, j'étais étudiant à l'époque. Rocardien, alors, est-ce que c'est vraiment socialiste? Non, mais d'abord, je n'en ai aucune espèce de honte. J'étais étudiant, je venais d'un milieu, mes parents étaient professeurs de français. J'ai grandi dans un monde qui était plutôt un monde acquis à la gauche. Et par mes lectures, par mes contacts, j'ai été assez sensible au discours de Michel Rocard. Convictions aussi. Bien sûr, Michel Rocard. Avec votre entourage. Non, c'était mes convictions. Michel Rocard, parce qu'il proposait de régler la question néo-calédonienne avec une méthode nouvelle. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ces convictions d'étudiants? Eh bien, elles ont évolué. Elles ont évolué parce que tout le monde évolue entre le moment où on a 20 ans et où on vit dans des livres et dans des études. Et puis le moment un petit peu au fond de soi. Mais je continue à avoir une estime réelle pour Michel Rocard. Je continue à avoir des amis que j'ai rencontrés. Alain Juppé aussi, ça tombe bien. Ils s'entendent très bien tous les deux. Bien sûr, et ça n'est pas grave, et ça n'est pas scandaleux. Et ce serait même l'inverse qui serait grave. Donc voilà. Mais ensuite, progressivement, par mes responsabilités professionnelles, par mes rencontres, par mes lectures, par mon évolution personnelle, j'ai plutôt privilégié le libéralisme sur la social-démocratie. Voilà. Si, c'est la rencontre avec Alain Juppé. Ah non, c'était venu quand même un petit peu avant. Non, il y a eu un déclic, je ne sais pas. Non, mais voilà. Une évolution lente. Je me suis converti à la fois à un gaullisme en matière de posture internationale, à un libéralisme modéré, enfin réel, en matière à la fois de mœurs et d'économie, enfin de questions sociales, mais est-ce sociétales que du coup, et d'économie. Aujourd'hui, au sein de l'UMP, qui est quand même très à droite, est-ce que vous avez l'impression d'être une espèce en voie de disparition? Écoutez, je n'ai pas le sentiment qu'être un libéral modéré, ça vous place dans la partie en voie de disparition. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous deviez choisir entre Laurent Wauquiez et Manuel Valls, de qui vous vous sentez le plus proche? Je vous dirais bien que ça dépend des sujets. Laurent Wauquiez, il est membre de la même famille politique que moi, mais j'ai des désaccords. Connu, j'allais dire documenté avec lui, même si je le connais bien et même si on a des relations tout à fait conviviales. Manuel Valls, je critique sa politique. Je ne la partage pas, je ne partage pas les fondements de son analyse, je critique les mesures qu'il prend. Je le trouve à bien des égards très léger sur un certain nombre de sujets. Mais j'estime le bonhomme. Le bonhomme, pardon, c'est un peu trivial pour un Premier ministre, mais j'estime l'homme, à chaque fois que je le rencontre, nous avons des relations qui sont très conviviales, très républicaines, et je ne vais pas non plus m'en cacher.
Vous écrivez aussi des polars, on en parlait tout à l'heure. Alors si j'ai apporté celui-ci qui s'appelle Dans l'ombre, qui a été publié en 2011, parce qu'il raconte l'histoire d'un conseiller de l'ombre, engagé derrière son patron, qui est un homme politique candidat à l'élection présidentielle, et tout ça sur fond de primaires truquées. C'est donc depuis 2011 devenu un peu un livre d'anticipation politique avec l'affaire Copé-Fillon, non ? Oui, ça, c'est vrai que... Vous avez eu du nez. On a eu du pif et on a écrit ce livre sans avec imaginer qu'un jour, oui, avec Gilles Boyer, qui est mon ami et qui est un autre conseiller d'Alain Juppé, on a écrit ce livre pour essayer d'écrire de l'intérieur ce qu'était un entourage politique et ce que pouvait être un entourage quand les conditions de température et de pression venaient à changer et à devenir plus compliquées. Et voilà, alors le pitch, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand on apprend que la primaire qui a permis de désigner le candidat à l'élection présidentielle aurait peut-être été truquée. Bon, je constate ça vous servira peut-être pour 2016. En tout cas, ça nous a imposé à réfléchir à comment est-ce qu'on organisait une primaire et cette réflexion n'est sans doute pas inutile en ce moment. C'est vrai, avec la question du vote électronique, etc. Ceci dit, c'est très intéressant à lire, on devrait le faire lire, je pense peut-être à Sciences Po. Dans les écoles de journalisme, ça permet un peu des étudiants sur le monde politique, les relations avec les médias. Si c'est un manuel de survie pour un homme politique plongé dans le processus des primaires, vous avez certainement déjà dû le faire lire à Alain Juppé. Ah bah il l'a lu, il a même lu les épreuves avant qu'il soit publié. Très bien, il a pu apporter des corrections peut-être aussi. Non, je crois qu'il... Non. Un conseiller qui a sacrifié presque toute sa vie pour une campagne, pour un homme politique. Vous n'avez pas été chercher très loin vos modèles d'inspiration ? Ah bah c'est pas de moi dont il s'agit, je peux vous dire, mais parce que je ne me prends pas du tout. Non, vous savez quand vous êtes Juppé, quand vous essayez d'être un romancier, j'essaye, j'ai pas la prétention d'être un romancier, mais quand vous essayez d'être un romancier, vous mettez une part de vous-même dans les personnages que vous créez, mais vous mettez pas que vous-même dans les personnages que vous créez. Non, j'ai un peu de distance avec tout ça. Vous continuez à écrire ? Est-ce qu'il y a un autre livre en préparation ? C'est notre deuxième, celui-là, Dans l'ombre, avec Gilles Boyer. On en avait publié un en 2007 qui s'appelait L'heure de vérité. On était parti pour en écrire un troisième. Et c'est vrai que depuis qu'Alain Juppé a annoncé qu'il était candidat, ça nous a pris un petit peu de temps. Donc le troisième, on va attendre un peu. Est-ce que vous avez eu le temps de lire ? Parce qu'on a pu voir que par exemple notre ministre de la Culture n'avait pas tout le temps de lire. Oui, moi je lis, oui. Enfin, je lis beaucoup moins que ce que j'aimerais, et puis je n'ai pas la prétention de tout lire. Mais j'essaie de lire, oui, j'essaie de lire, oui. Je lis en ce moment beaucoup de livres sur l'histoire de l'Antiquité romaine, sur la fin de la République et sur le début de l'Empire, sur les guerres puniques, voilà, j'aime bien l'histoire. Vous apprend des choses sur la politique actuelle ? Peut-être. Peut-être. Mais oui, non, j'aime bien lire, j'aime bien ça. J'ai vu que Nathalie Kosciusko-Morizet avait démissionné de la haute fonction publique. Michel l'a rappelé tout à l'heure que vous avez fait notamment l'ENA. Bruno Le Maire a également démissionné. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ? Écoutez, moi... Est-ce que ça vous semble utile, cette démarche ? Un peu de transparence vis-à-vis de ses électeurs en disant je me consacre... c'est pas une démarche de transparence. La transparence, ce serait... à mes mandats. Moi, je suis parfaitement transparent. Mais moi, je me consacre à mes mandats uniquement. J'ai une vie professionnelle où j'ai commencé ma vie professionnelle comme fonctionnaire pendant 5 ans au Conseil d'État. Après, je suis parti travailler avec Alain Juppé à l'UMP, donc en disponibilité dans le privé. Après, je suis parti dans un cabinet d'avocats américain. Après, j'ai été travailler chez Areva, dans une entreprise publique française. On va pas faire tout votre CV. Non, mais ça montre quoi ? Attendez, moi, je vais vous dire, je ne suis pas particulièrement fier de mon CV, mais moi, j'ai la caractéristique à 44 ans d'avoir travaillé dans une boîte américaine, dans une boîte industrielle française, dans la fonction publique. Je pense que d'une certaine façon, ça m'aide. En tout cas, ça me constitue et que dans mon analyse des problèmes économiques, ça m'aide un peu. Donc, je ne le regrette pas. Ce parcours professionnel, je ne m'en offusque pas. Au contraire, je l'assume et je pense qu'il est un plus dans ma vie politique. Aujourd'hui, je ne me consacre qu'à mes mandats, le mandat de député, le mandat de maire du Havre. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai la vie politique. C'est même probable. Je retournerai peut-être dans la fonction publique. Ou dans le privé. Ou peut-être dans le privé, parce que comme j'ai fait les deux, et plutôt un peu plus de privé que de fonction publique. Donc c'est des magots alors, les démarches de Bruno Le Maire et Anne Ghem ? C'est pas des magots, ils ont parfaitement le droit de prendre cette décision et de l'annoncer. Et si un jour ils veulent interdire à quiconque le droit, ils le feront, on fera une loi et puis voilà. Mais pour l'instant, je respecte assez scrupuleusement la loi. Combien de fois par jour ou par semaine vous parlez à Alain Juppé ? On se voit tous les... Non. Alain Juppé, il n'a pas besoin avec ses proches d'être pendu au téléphone. Il comprend les choses assez rapidement et on aime. Oui, ça c'est vrai. Aussi, donc voilà, on se voit le mercredi matin, tous les mercredis matins, et on s'appelle en tant que de besoin. Très bien, merci. Il vous appellera peut-être après cette émission. Merci Édouard Philippe, merci Perrine, bonsoir à tous, à très vite. Merci.